Bonjour, nous sommes en direct sur le plateau du Media Lab de la Maison de l'Image. Nous nous situons à Experimenta, Minatech, Grenoble. Donc c'est l'édition 2020 et nous accueillons Dorothée Zumstein. Vous êtes écrivaine de théâtre. Voilà, et Sarah Vermande, vous êtes comédienne et toutes les deux vous êtes là ici pour une performance intitulée Ammonite Circé. Alors, Dorothée, cette performance, elle est issue d'une rencontre avec Frédéric Ravatin, qui n'est pas là avec nous maintenant, mais donc qui est quelqu'un qui a piloté la reconstitution numérique de la grotte Chauvet. Il se trouve que le film La grotte des rêves perdus de Werner Herzog a largement inspiré cette pièce Ammonite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est pas tant qu'elle l'a, enfin, elle l'a inspiré, certes, mais c'est pas, ouais, enfin, c'est pas, ça ne raconte pas l'histoire d'une grotte, ça raconte une histoire qui n'a rien à voir, mais en même temps, il y avait quelque chose dans presque dans la structure même de la pièce ou de ce que j'essayais de faire, l'image de la grotte et notamment l'image de la grotte et de ce trajet qu'il fallait faire pour arriver à certaines salles, du fait que les peintures les plus notables se trouvent dans le noir, enfin en tout cas qu'il fallait les éclairer à la lueur des torches. Et il y a particulièrement un passage dans la grotte des rêves perdus où il met en rapport les peintures, les animaux animés par la lueur des torches dans l'obscurité totale et se mettant en mouvement, se mettant à vivre. Et vivant aussi évidemment au gré des anfractuosités de la roche, où il rapproche ça du cinéma. Et des débuts du cinéma notamment. Et je crois qu'à un moment, on voit un danseur, alors c'est plutôt un film des années 30, et ce rapport entre l'image mouvante et finalement aussi ce qu'on essaye de faire au théâtre, l'image de la crypte, c'est-à-dire l'image d'un lieu. Au théâtre, c'est très étrange parce que on est à la fois toujours... Les comédiens ont quasiment tous joué des textes antiques et en même temps ils lisent des textes contemporains. Donc ils sont toujours dans un rapport au temps, qui fait que l'archaïque et le contemporain sont toujours, je dirais même pas que c'est comme s'ils étaient constamment en surimpression, en fait, qu'il y avait constamment cette double temporalité. Et j'ai participé à une rencontre donc avec des scientifiques, avec des gens de l'atelier Art Science. Et je ne savais pas que effectivement ce passage en particulier de la grotte des rêves perdus m'avait beaucoup inspiré. Et même le titre, la cave des rêves perdus, la grotte des rêves perdus en anglais, The Cave of Forgotten Dreams. Et le fait aussi qu'on dise cave, je veux dire, tout ça était très très inspirant, mais même les mots l'étaient. Et il se trouve que dans cette réunion Art Science organisée par l'atelier Art Science, moi j'étais envoyée par les Tréteaux de France, avec qui j'ai fait un projet. J'étais en train de parler justement de ce rapport à propos d'une de mes pièces et à ce moment-là, j'ai compris, c'était un hasard incroyable, que j'ai parlé de la grotte Chauvet sans savoir, Frédéric Ravatin était présent, sans savoir qu'il avait effectivement piloté la reconstruction la numérique et de la copie, en fait la conception de la copie de la grotte Chauvet. Et je me suis rendu compte aussi qu'il avait lu certains de mes textes et que ça lui parlait. Et j'ai pensé à cette pièce Ammonite parce que la manière dont il parlait complètement en dehors, indépendamment de l'histoire de la grotte Chauvet, il y a eu une double conjonction en quelque sorte. Il a parlé d'une machine qui s'appelait Circé. Je ne savais pas ce que c'était parce que moi j'arrivais, il y avait beaucoup de gens dans cette réunion. Je ne savais pas qui était Frédéric Ravatin. Je ne savais pas du tout ce que c'était que Circé. Mais il se trouve que tout ce qu'il disait sur cette machine, c'est des choses que j'aurais pu dire sur ma pièce. En fait, pas tant sur ma pièce que sur le lieu qui est au centre de ma pièce, qui est un théâtre qui s'appelle l'Ammonite. Et dans ce théâtre, il est hanté en quelque sorte par toutes les pièces. C'est pas seulement qu'il est hanté par toutes les pièces qui s'y sont jouées et par tous les comédiens qui s'y sont produits, c'est pas tellement ça. C'est que c'est aussi un lieu où tout se mélange, c'est-à-dire où l'ombre sur le mur, en quelque sorte, un peu comme dans la caverne de Platon, quoi. C'est comme l'ombre sur le mur. La marionnette et le marionnettiste sont confondus.
On ne sait plus, les spectateurs se rendent compte qu'ils sont les acteurs sur la scène de théâtre. Et du coup, effectivement, j'entendais parler de Circé, j'avais l'impression d'entendre aussi ce que moi j'essayais de faire. Et comme cette pièce, pour moi, elle était assez complexe et que je n'imaginais pas, ayant vu plusieurs de mes pièces portées sur les planches, qu'elle pouvait être mise en scène de la même manière dans un théâtre, en quelque sorte, je ne voyais pas. C'est comme s'il manquait des dimensions pour pouvoir la mettre, parce que ça a inventé aussi un espace aberrant, un espace impossible, un espace de temporalité qui cohabite. Du coup, c'est très étrange parce que j'ai entendu parler de Circé et tout d'un coup, c'est comme si je voyais la possibilité de faire rentrer en conjonction ces deux machines. Une machine, la machine... Il y a une scène, par exemple, dans un minute qui s'appelle La salle aux images. Donc, cette salle aux images avec ma machine théâtrale à moi. D'accord, voilà. C'était une rencontre. C'est une réponse très longue. Comme une évidence entre deux univers, entre le vôtre et celui de Frédéric. Ouais. Du coup, ça a créé une performance avec une dimension immersive, qui est un voyage entre l'espace et le temps, si je comprends bien. Sarah, quel est le rôle d'une comédienne dans une pièce de ce type-là, où il y a une dimension immersive, où le spectateur a un rôle à jouer pour entrer dans cet univers? Comment ça se passe? Alors c'est un exercice qui est assez vertigineux, parce qu'on joue face à des spectateurs qui doivent se sentir eux-mêmes partie du spectacle, puisque la première scène, les deux acteurs sont spectateurs et parlent des formes qu'ils voient devant eux. Donc immédiatement, les spectateurs se sentent concernés, ils se disent est-ce que c'est de nous qu'on est en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Et pour nous, c'est une pièce qui travaille beaucoup sur l'idée de présence-absence, de qu'est-ce que c'est que la présence. Il y a de très belles choses sur les comédiens doivent-ils avoir de la présence ou pas. Et on est dans cette machine vraiment appelé à un endroit très particulier du jeu, parce que on a travaillé jusqu'ici sur un fil très ténu entre le rien et le tout. On n'est pas du tout dans une proposition naturaliste, donc on doit être cette voix incarnée, mais qui doit être totalement polymorphe et qui devrait pouvoir se dissoudre dans l'espace dans lequel elle se trouve. Alors c'est très intéressant parce que nous, on ne voit pas, on est au centre de la machine, mais on n'a pas des yeux derrière la tête, donc on ne voit pas ce qui se passe derrière nous, ce que les spectateurs, eux, voient, mais on le sent, on l'intuite, et donc ça joue complètement en écho avec cette pièce de perception beaucoup plus que et de sensation beaucoup plus que de choses directes. Voilà, ouais, de résonance et de circulation. Et par rapport à la machine, moi j'aime dire que ce qui m'a frappée, je ne suis pas très versée dans les choses numériques et dans les nouvelles technologies, mais j'ai fait comme tout le monde mes petites expériences de réalité augmentée où on vous met un casque sur la tête et soudainement le monde disparaît, votre monde réel disparaît, vous n'êtes plus que dans cette expérience numérique. Votre propre corps, vous ne le voyez plus. Si vous baissez les yeux, vous voyez le paysage qu'on vous a proposé, vous ne voyez plus vos jambes, vous ne voyez plus les gens qui sont à côté de vous. Alors que dans l'expérience que propose Frédéric Ravatin, vous êtes dans ce nouvel espace insensé, mais vous restez présent. Vous voyez les gens qui sont autour de vous, vous voyez votre corps, et c'est donc une expérience très très différente et beaucoup plus collective que la solitude de l'expérience de réalité augmentée qui nous a été proposée jusque-là. D'accord, donc c'est à la fois immersif, mais ça reste collectif. Oui. Ouais. Est-ce que chaque performance est singulière? Est-ce qu'il s'y joue la même chose d'une expérience à l'autre, d'une performance à l'autre? Comment ça se passe pour le spectateur? On a décidé, mais ça c'était... On a décidé assez vite qu'il ne fallait pas que ce soit la même chose, même si on est dans le fait de présenter une petite forme, puisque de toute façon c'est une pièce. À terme, on est en train de travailler à une création qui sera une création de la pièce dans son intégralité. Mais là, comme il s'agissait d'une performance, on a décidé de présenter des modules qui sont en quelque sorte des parcours sur un aspect de la pièce. Par exemple, on prend un personnage et on le suit. Ou bien, c'est pas tant un personnage, ça peut être un lieu, ça peut être les comédiens, mais ça veut dire les loges, ça veut dire autour de cet espace, de ce théâtre dont il est question. Il y a un autre personnage qui s'appelle le régresseur, qui fait régresser dans les vies antérieures. Donc on va se servir de lui pour nous amener. En fait, il y a plusieurs histoires qui sont mêlées et qui se rejoignent. L'histoire, c'est vraiment des petits tourbillons qui finissent par se rejoindre en un seul grand tourbillon. Ça, c'est un peu le motif de base, de départ. Ce qu'on a décidé, c'est de tirer 3 fils. Dans cette intrigue ou dans cette construction irrésumable, enfin impossible à résumer, on a tiré 3 fils et on a créé des modules à partir d'un certain nombre de scènes. Donc il y a une scène, il y a 2 scènes, il y a une scène d'ouverture et puis il y a 4 scènes
courtes qui sont presque un prologue, un épilogue que je dis moi, et 2 scènes, une scène d'ouverture, une scène de fermeture qui se font écho. Donc ça crée une forme tout de même très symétrique du fait de cette structure. Et à l'intérieur de cette structure, on intègre des scènes différentes de la pièce. C'est-à-dire qu'on propose 3 parcours différents. Parce que ce qui me paraissait important aussi, c'est que les comédiens, par rapport à l'idée de la performance, en quelque sorte ne sachent pas, enfin ils le savent un petit peu, mais presque ne sachent pas ce qu'on va jouer, qui est toujours la possibilité de jouer telle pièce à l'intérieur de la pièce un jour, telle autre pièce à l'intérieur de la pièce un jour. Et l'idée, c'est aussi de proposer des objets qui soient des objets originaux, pas simplement un extrait de la pièce, ce qui serait un peu frustrant, mais de créer des objets sur cette première période de travail, parce qu'il s'agit vraiment des prémices, de déjà être en train de créer des petits objets singuliers. Je sais. Et puis, on est de toute façon dans du spectacle vivant, donc par définition, une représentation ne sera jamais identique à une autre. Et on a aussi pris à bras-le-corps le fait d'être dans un festival d'expérimentation. Donc on affine notre code de jeu, on change notre code de jeu jour après jour, ce qui fait qu'entre ce qui a été proposé aux avant-premières et ce qu'on a proposé aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et ce sera encore différent demain et après-demain. Et en fonction des interactions, justement, en fonction des interactions qui commencent à se fabriquer, parce que finalement on a appréhendé la machine assez tard dans le temps, donc en fonction du fait d'apprivoiser en quelque sorte, là il se crée des nouvelles, effectivement, ça change complètement aussi les codes de jeu. D'accord. Donc très concrètement là, ces performances se jouent ce vendredi 14 février. Vous allez me donner les horaires et samedi 15 10h, 12h15 et 14h15. Quelle est la suite après pour vous après Experimenta? Est-ce qu'il y a d'autres occasions pour y a le projet ces de performances? Là, il y a vraiment le projet de faire un spectacle, qui serait là. On est vraiment dans un avant-goût de ce que pourrait être un spectacle. Je dirais même pas qu'on est dans un avant-goût. Je dirais qu'on est dans un autre objet et que le but c'est de fabriquer un objet où effectivement les gens eux-mêmes, les spectateurs eux-mêmes pourraient rentrer dans la machine. Et ce qui serait intéressant, c'est que la machine elle-même serait en même temps la machine, la grotte et le théâtre qui s'appelle l'Ammonite. Et que de la même manière que le théâtre avale des spectateurs, on pourrait presque avoir peur de se retrouver pris à l'intérieur. Le truc, c'est d'arriver effectivement à jouer à la fois sur l'image de la spirale et du labyrinthe dans ce processus d'intégration du spectateur par rapport à la scène dont parlait Sarah, par exemple, où effectivement on a des acteurs qui regardent les spectateurs ou qui regardent ailleurs, mais on ne sait plus qui est public et qui est spectateur. Jouer vraiment sur, je dirais, le but, c'est le spectacle et à l'intérieur du spectacle, le vertige, c'est-à-dire... Donc ce spectacle n'existe pas encore dans cette forme-là. Non, il n'existe pas encore. Pour l'instant, ce sont des performances. Ouais, ce sont des performances de recherche déjà pour évidemment pour le spectacle qui sera créé. Donc la pièce sera créée dans l'intégralité. Très bien. Donc on peut inviter tout le monde à venir vivre cette expérience humaine et collective, immersive, ce vendredi et samedi sur Experimenta. Merci Noémie. Merci à vous, merci d'être venu. À bientôt.